Bonjour à toutes et à tous. On va attaquer cette séance consacrée à l'étude des comportements, des pratiques, de la satisfaction et des dépenses des visiteurs d'Occitanie en 2018-2019, la fameuse enquête régionale dont certains d'entre vous, un certain nombre d'entre eux ont déjà entendu parler. J'en profite quand même pour vous rappeler que ce webinaire fait partie d'une longue série, des webinaires organisés par le Comité régional du tourisme, que vous pourrez retrouver ce webinaire en replay ainsi que les documents support de cette présentation sur le site protourismeoccitanie.fr dans les jours qui viennent. Laissez-nous juste le temps de pouvoir le mettre en ligne. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir démarrer très rapidement, rentrer dans le vif du sujet. On a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à partager avec vous. Et on est ravis de le faire, enfin, j'ai envie de dire, puisque ça a été une aventure. Je vais vous présenter ceux qui ne la connaissent pas encore et ceux qui la connaissent la retrouveront. Séverine Sénac qui va présenter avec moi le webinaire. Donc, je lui cède la parole pour qu'on puisse la voir à l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Merci Dominique. Bonjour à tous. Donc, je suis Séverine Sénac. Je suis au pôle 3D, Data Décision Destination du CRT Occitanie. Voilà, et j'ai le plaisir de partager ce webinaire avec Dominique pour vous présenter les résultats attendus par certains. Et certainement attendus. Voilà, donc tous les deux, nous faisons partie du comité régional du tourisme d'Occitanie. Pôle 3D, comme l'a dit Séverine, data, décision, destination. Il y a dans ce pôle-là tout ce qui concerne la data, l'information touristique, dans une optique de prise de décision. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on veut vous présenter ces résultats. Et Séverine, si tu peux partager ton écran, on va pouvoir attaquer, rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est ce que vous attendez tous. J'espère que tout le monde voit bien l'écran. Je vous rappelle que non, je ne vois pas de système de système de questions et réponses. Si vous avez des questions à poser, vous avez une petite icône dans la barre d'outils en bas ou en haut de l'écran, ça dépend des options d'affichage. Q et R, questions et réponses. S'il vous plaît, passez par cette interface-là pour pouvoir poser des questions. On essaiera de les repérer et puis d'y répondre dans la mesure du possible au cours de la présentation ou peut-être en fin de présentation. On peut passer à la diapo suivante. En quelques mots, ce qu'on va vous présenter cet après-midi, donc on va vous rappeler quand même le contexte de l'enquête et de son dispositif. On parlera de l'échantillon, qui on a interrogé, c'est intéressant. On parlera des thèmes abordés, du parcours client qui a permis de construire cette grosse enquête, cette grande enquête. On vous présentera quelques résultats généraux. Restez jusqu'au bout parce qu'après, on vous parlera de quelque chose qui intéresse tout le monde, c'est les dépenses et la consommation touristique. On l'a mis à la fin de la présentation pour que vous restiez jusqu'au bout. Et ensuite, on se fera une séance de questions-réponses. On peut passer à la suivante. Alors, on ne savait pas qui allait passer les diapositives, mais c'est Séverine qui va le faire. Pour ceux qui ont suivi les différents épisodes, vous vous rappelez peut-être à Convergence touristique, on avait annoncé enquête régionale, ne manquez pas les prochains épisodes avec une petite logique de série télévisée façon Netflix, mais là plutôt Netflix puisqu'on parle de data. On ne s'est pas trompé, hein. Série à suspense. Peut-être certains d'entre vous s'étaient inscrits au webinaire pour la première date qu'on avait imaginée pour la restitution de ce séminaire, de cette enquête. Ça a été compliqué, on a eu beaucoup de travail, on va vous expliquer pourquoi. Et on va vous expliquer aussi pourquoi il y a beaucoup d'informations, beaucoup de matière, beaucoup de richesse dans cette enquête-là, dans ces résultats en tout cas. Alors, en quelques mots, pour rappeler la situation, il y a eu une enquête en 2015-2016 réalisée par le Conseil régional Languedoc-Roussillon
C'était en 2015-2016, juste avant la fusion. La fusion arrivant, le conseil régional a dit tiens, on va faire le deuxième volet, on va compléter cette vision-là en faisant une enquête analogue sur Midi-Pyrénées qu'on a voulu lancer en 2018. Donc, on avait des principes. C'est donc le conseil régional qui a financé et diligenté cette enquête. Dans les objectifs, au départ, on voulait pouvoir compléter la vision globale à l'échelle d'Occitanie, éventuellement comparer les résultats. Donc, reprise de méthodologie. Il se trouve que ce sont les mêmes prestataires qui ont réalisé l'enquête 2018-2019 à l'échelle de Midi-Pyrénées, puis de l'Occitanie tout entière. Une enquête online quasiment essentiellement, avec une petite partie sur site, mais très, très restreinte. Un principe d'enquête collaborative, d'enquête basée sur du collectif, avec une animation du CRT et un travail collectif, encore une fois, de tous ces partenaires, au premier rang desquels les agences départementales du tourisme, puis les offices de tourisme qui se sont joints à la démarche et aussi les filières qui ont participé chacun à leur échelle. Il se trouve qu'un complément Midi-Pyrénées, on a vite fait le constat que ce n'était pas forcément la solution. Les choses avaient changé entre 2015-2016 et 2018-2019. La région Occitanie n'est pas uniquement l'addition de la région Languedoc-Roussillon et de la région Midi-Pyrénées. Donc, il a fallu adapter tout ça, prendre en compte l'identité de cette nouvelle région qui était en train de naître, et puis donc adapter les questionnaires existants. Le mode de diffusion basé sur de la diffusion, vous allez voir, a permis de recueillir beaucoup d'informations, mais pas forcément toujours de manière très, très structurée, donc un petit peu de manière aléatoire. On a eu la malchance, entre guillemets, de tomber au moment où le RGPD, le règlement de la publication, vous savez, la publication, le règlement qui a trait au caractère privé, à la protection des données privées, pardon, je vais y arriver. Le RGPD s'est mis en place au mois de mai, donc ça a considérablement compliqué les principes de diffusion qu'on avait imaginés en faisant des grands emailing à des bases de données très, très importantes à l'échelle régionale et locale. On n'a pas pu le faire comme on voulait, mais au résultat, on a une matière très, très riche et cette matière-là, elle enrichit notre vision des choses. On pourrait se dire 2018-2019, ah, c'est intéressant, mais il s'est passé quelque chose en 2020 qui va être de nature à remettre tout ça en question. En regardant ces résultats, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, que tous les enseignements qu'on a récupérés à travers cette enquête vont venir au contraire alimenter notre réflexion, y compris dans le contexte qu'on partage, qu'on traverse tous suite à la crise du Covid-19. Il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui vont réagir, qui vont faire écho à cette situation qu'on vit en ce moment. J'ai mis pour la petite histoire une photo du regretté Jean Rochefort sur un cheval dans le rôle de Don Quichotte, parce que cette enquête, elle a été longue à mettre en œuvre, elle a été longue à mener à son terme, elle a été longue pour pouvoir vous en livrer une première restitution. Ça m'a fait penser au film de Terry Gilliam sur Don Quichotte, film qu'il a mis 20 ans à faire. On a été plus rapide que tout ça, mais c'était un petit clin d'œil sur le sujet. Dire aussi que, puisque c'est un outil collaboratif qui a été construit dans un cadre de partenariat, il est évident que ces informations, on ne va pas les garder pour nous, on va les partager le plus largement possible auprès de tous les partenaires. Dans la mesure du possible, on essaiera de faire dire à cette enquête un maximum de choses, d'aller dans le détail pour étudier des sous-populations, des territoires. Donc, on va vous expliquer tout ça. Mais le but, c'est vraiment de partager au maximum ces informations-là. Le dispositif d'enquête, j'en ai parlé, mais on va le préciser un petit peu. On voulait s'intéresser aux visiteurs qui viennent en Occitanie, leur comportement, leur satisfaction, leurs dépenses, leurs attentes. On peut passer. On peut passer à l'autre. Ouais. Okay. Il y a un petit temps de décalage. C'est comme à la télé pour le satellite. C'est pas grave. Donc, on avait imaginé. Ah ben là, c'est trop rapide. Il faut revenir juste à celui d'avant. Désolée. C'est pas grave. Donc, on avait imaginé d'adresser des emailings à des bases de contact qu'on partage tous au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local, et diffuser largement cette enquête. C'est le principe de diffusion de l'enquête sur une plateforme de collecte, plus la diffusion des bases de données pour en générer un échantillon global. On avait enrichi tout ça d'un jeu concours. Ça aide pour pouvoir obtenir un maximum d'enquêtes et de résultats.
L'enquête s'est déroulée en ligne entre juin, même un petit peu avant, juin 2018, lancement vraiment opérationnel de l'enquête, et septembre 2019. On a voulu couvrir 16 000 répondants. L'objectif qu'on s'était fixé de 15 000 est atteint. Je l'ai dit tout à l'heure, 16 000 répondants. On est 16 000 répondants à l'échelle d'Occitanie. Ça s'est fait donc avec des partenaires qui s'appellent Euroeca Conseil et Euroeca et DGA Conseil, qui avaient construit une plateforme pour pouvoir interroger tout ce petit monde-là, tout ce grand monde-là. On peut passer à la suivante. Et ouais, on avait donc mis en place une plateforme d'enquête pour recueillir en ligne un maximum d'enquêtes. Plateforme en 6 langues, 5 langues étrangères plus le français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais et italien. Et un dispositif à base d'affiches, de flyers qu'on s'était efforcé de diffuser le plus largement possible auprès de tous les partenaires pour recueillir un maximum d'informations sur toutes les saisons, sur tous les territoires. Ça nous amène à parler de l'échantillon, qui on a vraiment rencontré pour pouvoir analyser les résultats de cette enquête. Et là, je donne la parole à Séverine. Merci Dominique. Alors, l'échantillon, donc comme Dominique vous l'a dit, on a près de 16 000 questionnaires dans cette base d'enquête. Vous voyez la répartition par rapport au département de séjour. C'est une répartition de données brutes, donc c'est vraiment ce qui a été recueilli. Et vous voyez ici la répartition par rapport aux principaux univers de destination que nous avons en Occitanie, ce qui vous permet un petit peu de voir qu'on va avoir de la matière pour aller faire des focus, en tout cas au moins par département et sur certaines zones d'univers. On peut dire juste, Séverine, que cette répartition ne correspond pas exactement à la répartition réelle de la fréquentation dans les départements, mais n'en est pas très éloignée non plus. On est assez proche d'une réalité de fréquentation des touristes. Oui, tout à fait. Alors, je passe à la diapo suivante. Est-ce que vous la voyez? Parce que Dominique, je te laisserai faire ton anecdote. En tout cas, voilà, la première information qu'on voulait vous donner, c'est que sur ces 16 000, près de 16 000 enquêtes, nous en avons 14 000, plus de 14 000 auprès de visiteurs français. Et malheureusement, nous n'en avons eu que presque 1500 auprès de visiteurs internationaux. Voilà. Sûrement plusieurs raisons que nous allons analyser, notamment avec nos partenaires aussi. Mais en revanche, voilà, ça va être beaucoup plus l'échantillon pour les visiteurs français, vraiment une large base d'enquête. Et elle va nous permettre d'avoir plusieurs niveaux d'analyse. Donc, on a parlé des univers, des départements, des zonages infradépartementaux, mais on peut aller un peu plus loin, puisqu'on va pouvoir aller zoomer sur les habitants Occitanie, les visiteurs réguliers, les visiteurs occasionnels et les primo-visiteurs, et aussi selon les caractéristiques des séjours, selon la saison, selon la durée, selon les modes d'hébergement, le type de groupe et les pratiques d'activité. En revanche, pour les visiteurs internationaux, la base d'enquête est plus restreinte, donc on va l'exploiter avec prudence. On ne l'a pas exploité à ce jour, si ce n'est qu'on a regardé le profil, ce qui fait que nous sommes vraiment prudents par rapport à l'analyse que nous en ferons, puisque cet échantillon n'est pas représentatif, notamment en termes d'origine des clientèles, puisqu'il est constitué de 36% de Belges. Donc, on sait que c'est une forte surreprésentation de cette clientèle-là et que sur les autres clientèles espagnoles, anglaises, allemandes ou Pays-Bas, on a une sous-représentation, puisque rappelons que le top 5 des clientèles internationales en Occitanie, alors tous hébergements confondus, marchands et non marchands, c'est les Allemands, les Espagnols, les Anglais, les Belges et les Pays-Bas. Voilà, ce sont les nuitées Fluvision Tourisme qui nous donnent ce top 5-là. Donc voilà, après expertise de cet échantillon, on verra si on peut communiquer certains résultats, mais ce sera sûrement avec prudence. Et vous l'avez compris, ce sera sûrement sur l'ensemble de l'échantillon ou alors peut-être sur les Belges parce qu'on en a assez. Mais on va avoir beaucoup plus de mal à le découper par saison, par mode d'hébergement. Les analyses seront beaucoup moins ciblées. Si on se concentre maintenant sur l'échantillon des visiteurs français, et c'est auprès de celui-là que nous allons vous livrer les résultats aujourd'hui. Comme le disait Dominique, par rapport à
à la répartition le poids des départements dans cet échantillon, on n'est pas trop loin de nos normes, on va dire, en tout cas de nos données de cadrage de nuitée, si ce n'est que certains ont été quand même surreprésentés. En revanche, on avait un décalage en ce qui concerne la saison et en ce qui concerne les modes d'hébergement. Donc, nous avons décidé de réaliser un échantillon redressé au niveau départemental et au niveau régional sur ces deux critères-là, la saison de séjour et les modes d'hébergement. Pour fixer les clés de redressement, nous nous sommes basés sur plusieurs données de cadrage, Fluvision Tourisme, le suivi de la demande touristique réalisé par Kantar et le MOET, qui est le modèle d'observation économique et touristique réalisé en interne au pôle 3D, qui fait référence aujourd'hui dans notre réseau des observatoires. Donc, concernant la répartition, pour les saisons, on a fait un découpage en 4 saisons pour aussi avoir assez de matière dans chacune de ces sous-saisons, entre guillemets. Avril à juin pèse 24%, juillet à août pèse 36%, septembre à novembre à peu près 20% et décembre à mars 21%. Au niveau des modes d'hébergement, on a les hébergements marchands qui, après redressement, pèsent 42%, l'hébergement non marchand pèse 51%, et il y a aussi un segment qui s'appelle les hébergements mixtes, puisqu'il y en a qui ont mixé le marchand et le non marchand. Et là, vous avez la répartition des différents modes d'hébergement des 14 000 Français qui sont venus passer un séjour en Occitanie. On l'a mis ici parce que c'est une dimension qui nous est importante à nous. En termes d'accessibilité, on peut noter qu'on a près de 9% des personnes qui sont venues en Occitanie qui étaient en situation de handicap. Alors, je rajoute que, évidemment, oui, cet échantillon-là, il n'est pas totalement à 100% représentatif de ce qu'est la fréquentation de l'Occitanie. C'est le type d'enquête qui veut ça. Et ce n'est pas très grave parce que vu les volumes qu'on a réussi à obtenir, on va pouvoir justement, en croisant les sous-populations, en regardant les territoires, voir des choses qui nous intéressent beaucoup. Et c'est illustré par cette diapo-là notamment. On va pouvoir quand même s'attaquer et regarder ce qui se passe sur certains segments de clientèle qui sont très importants à nos yeux. Une des premières dimensions avec laquelle on a croisé les résultats, c'est le type de visiteur. Est-ce que je suis un habitant d'Occitanie ? On en a 38% dans l'échantillon. Est-ce que je suis un visiteur régulier? Est-ce que je suis un visiteur occasionnel? Est-ce que je suis un primo-visiteur? Alors, on peut se dire, 7%, c'est pas beaucoup, mais sauf qu'on est sur 14 000. Donc, ça nous fait près de 1000 interviews auprès des primo-visiteurs. Donc, c'est la chance d'avoir un échantillon qui est vraiment dense, volumineux et qui va nous permettre de travailler par sous-cible, même si le poids n'est pas si élevé que ça. Je te passe la parole, Dominique. Merci. Merci Séverine. Alors c'est toujours, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, vous savez qu'on a zéro feedback, donc on est entre nous. On sait que vous écoutez, que vous êtes 47 en ce moment à suivre l'écran, mais c'est un exercice un petit peu spécial. Donc les termes à aborder et le parcours client, est-ce qu'on a souhaité faire à travers ce questionnaire et cette enquête, c'est de passer partout, suivre le parcours client. Dans toutes ces dimensions, depuis le déclenchement du séjour. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont présents en Occitanie au moment où on les interroge? Comment se caractérise leur séjour? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme activité? Et donc de pouvoir le jouer et le regarder par profil. Qu'est-ce qu'ils ont visité comme site? Quel mode d'information? Quel est le niveau de satisfaction par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre dans leur expérience touristique en Occitanie? Et les dépenses réalisées, bien évidemment. Alors, les visiteurs interrogés, il y avait un principe, c'était les visiteurs ayant passé au moins une nuit en Occitanie au cours des 6 mois précédant l'enquête. Donc, ça nous a donné quand même des informations importantes, notamment en termes de profil, même si on a parlé de l'échantillon avec les précautions qui s'imposent, mais des informations sur la réservation, sur le mode de fréquentation de la région. Est-ce que c'était la destination finale? Est-ce que c'est une étape dans l'itinérance? Les raisons du choix. Alors, bien évidemment, petite précision méthodologique, on était en 2018-2019, région toute neuve, l'Occitanie. On ne leur demandait pas, est-ce que vous êtes venu en Occitanie? Oui, non. Est-ce que vous avez aimé? Oui, non. On leur a demandé de nous parler de leur lieu de séjour et en fait, en fonction de la localisation de ce lieu de séjour, on pouvait l'affecter à l'Occitanie ou pas. Donc ça, c'est important de le préciser. On s'intéresse au lieu de séjour lui-même. Les sources d'information, je l'ai dit,
toute une source de verbatim, d'évocation spontanée sur le séjour qui ne sont pas encore exploitées à ce jour, mais qui sont pleines d'informations très intéressantes aussi. Les activités pratiquées, on l'a dit. Des questions spécifiques thématiques. On trouvait que c'était l'occasion de pouvoir interroger nos visiteurs sur des thèmes qui nous sont chers, les grands sites d'Occitanie, tout ce qui se passe autour des activités culturelles et de visite, le balnéaire bien sûr, les activités de pleine nature, l'événementiel, les spectacles, le no-tourisme, sujet aussi qui nous préoccupe, les activités ludiques en eau thermale et toutes les déclinaisons, même la cure thermale, la thalassothérapie, les sports d'hiver. Vous voyez, essayer de pousser les questions encore plus loin, d'aller encore un peu plus loin sur ces thématiques-là qui sont importantes et qui vont venir alimenter les travaux des services marketing du CRT, mais pas seulement, des ADT, des commissions dans lesquelles certains d'entre vous auxquels certains d'entre vous participent, etc. etc. Des questions sur la satisfaction globale, thématisée, les sites. Je n'avais pas fini ma liste, Ah, mais pardon, c'est pas grave. ça va trop vite. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations à dire, donc on va essayer de ne pas perdre de temps. Mais donc satisfaction, je l'ai dit, les usages numériques intéressants, les sources d'informations. Il y avait des questions spécifiques par département aussi, qu'on ne vous montrera pas aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est le premier épisode aujourd'hui. On va vous faire une présentation globale avec des visions un peu segmentées pour que vous puissiez repartir avec des informations dans vos bagages et puis aussi vous donner envie de venir pour les prochains épisodes, et il y en aura de nombreux. On essaiera d'exploiter cette enquête à travers des webinaires ou des réunions physiques. Peut-être qu'un jour, on se reverra en vrai sur des sujets qui nous intéressent les uns et les autres. Donc, ça n'est que la première étape, une mise en bouche quelque part, et on essaiera de partager tout ça au maximum. Perception, donc il y avait des questions spécifiques département, je le disais, perception de la région Occitanie, fidélité à la destination, des données sur les téléphones mobiles aussi, pourquoi pas, parce que ça vient alimenter nos réflexions autour de la mobilité. Visiteurs en situation de handicap, on l'a rapidement évoqué, et bien sûr les dépenses détaillées. Donc ça fait un gros questionnaire, hein. Ceux qui l'ont testé, je sais que parmi vous, certains l'ont testé, l'ont trouvé lourd et long, et c'est vrai qu'il était lourd et long, mais au final, on n'est pas mécontent d'avoir fait ce choix-là parce qu'on a quand même une matière qui est d'une grande richesse. Eh bien, allez, c'est parti. Là, on part dans le dur. J'espère que vous êtes toujours tous là, enfin dans le dur, mais ça va être très intéressant. Ça va être intéressant. Alors, je vais vous présenter quelques résultats généraux, donc toujours sur les visiteurs français. On va se concentrer sur la période avant le séjour et s'intéresser aux déclencheurs du séjour et aux modes d'information ou de réservation. Première question, toutes les raisons de choix du lieu de séjour. Vous voyez, il y avait toute une liste qui était prédéfinie. Donc là, on est sur l'ensemble de l'échantillon français, sur nos 14 000 répondants. On peut voir qu'il n'y a aucune raison qui se démarque nettement. On a des scores qui sont au maximum de 35-40%. On n'est pas à 70 ou à 90%. En tendance, on voit quand même que la visite à des proches et que le soleil et le climat sont des raisons qui sont davantage évoquées. Maintenant, je vais attendre un petit peu parce que je crois qu'il y a un petit décalage par rapport à l'affichage. Comme on vous l'a dit, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est qu'on peut aller trier les résultats, les croiser par sous-cible. Devant vous, vous voyez un tableau qui reprend les résultats au total dans la dernière colonne, les résultats pour tous ceux qui ont séjourné dans l'univers campagne, tous ceux qui ont séjourné dans l'univers littoral, dans l'univers urbain et dans l'univers montagne. Donc, ce sont des pourcentages par colonne. Le 100%, c'est par colonne. Ce qui est intéressant, si on regarde la visite à la famille ou à des amis, à des proches, on voit que c'est plus marqué pour l'univers urbain. On monte à 58% des raisons évoquées. Et à l'univers campagne, on peut voir que sur le littoral, de façon logique, le soleil et le climat, oui, c'est une raison prépondérante à 62%, et la mer, la plage à 63%. Donc, il y a des logiques aussi qui sont assez rassurantes par rapport à la qualité de réponse de cet échantillon. Si on regarde l'univers montagne, on voit qu'on apprécie, si on y vient, c'est pour les grands espaces naturels, les parcs naturels, et on y vient aussi tout simplement pour passer un séjour. Et sur la campagne, on voit que c'est des raisons qui sont plus variées, même si la visite à la famille et des proches se situe au premier rang. Mais on voit que c'est à la fois les grands espaces, c'est à la fois la gastronomie, c'est à la fois la diversité. Donc voilà, c'est pour vous illustrer un petit peu
comment on va pouvoir vous présenter les résultats, sachant que le résultat au global, en fait, cache énormément de disparités selon les sous-cibles. Voilà. C'était bien l'idée. Alors, on va pas les commenter intégralement à Oui, chaque diapo parce que je pense que vous n'avez ça va pas pas. jusqu'à 20 heures pour qu'on puisse rester ensemble. Nous, ça nous ferait plaisir. Mais en tout cas, vous avez les principes de lecture que vous pourrez retrouver après dans le document. Donc, on l'a fait par saison et on l'a fait sur le type de visiteurs, donc les habitants Occitanie, les visiteurs réguliers, les visiteurs occasionnels et les primo-visiteurs. On peut voir juste sur cette slide-là, si on s'intéresse à nos primo-visiteurs, que le soleil et le climat auprès de cette cible-là est une des raisons principales, suivi quand même de toute l'activité culturelle et de la diversité des activités. Voilà, c'est des chemins de lecture en fait qui vous seront offerts et que vous pourrez lire tranquillement derrière votre écran. Ce qui nous a rassuré, c'est que les sports d'hiver sont très peu présents en plein été. Voilà. Par exemple, c'est vrai. Ces croisements-là aussi voilà, nous donnent une idée de la qualité de l'échantillon. Une autre question qui était posée, qui était encore plus, on va dire, précise, c'était qu'est-ce qui vous a le plus influencé dans le choix de votre lieu de séjour? On peut voir quand même qu'on a une part non négligeable à 47% de personnes qui connaissaient ce lieu de séjour et qui venaient par habitude. Alors logiquement, c'est avant tout les habitants Occitanie et les visiteurs réguliers. On peut voir quand même que le bouche à oreille pèse à hauteur de 20%, mais il pèse plus si on est sur des primo-visiteurs ou des visiteurs occasionnels. On monte à 25 et à 35%. Et les sites internet aussi, si c'est marginal sur l'ensemble de l'échantillon, on voit que c'est quand même, pour les primo-visiteurs et les visiteurs occasionnels, c'est une influence forte à hauteur de presque 20%. Dans tout ce qui est le poste autre, vous pouvez voir que c'est ici, en fait, ils ont tapé directement en ligne leur réponse. C'est tout ce qui est, tout simplement, ce qui m'a influencé, c'est que je suis venue voir mes amis et je suis venue voir ma famille. Donc ça, ce sont les résultats sur l'ensemble de l'échantillon. Et de la même façon, on pourra vous les présenter après segmentés par sous-cible. Vous les aurez dans les prochaines publications. On leur a demandé quelles sont les sources d'informations que vous avez utilisées pour préparer votre séjour. Je vous laisse un petit peu voir. Il n'y en a aucune qui se démarque de façon nette parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Ce sont vraiment des sources d'informations multimodales. C'est avant tout le web. Si on fait un sous-total de tout ce qui concerne les outils en ligne, on monte à 58%. Et c'est surtout le web pour les primo-visiteurs et les visiteurs occasionnels parce qu'on monte à 71% et à 76%. Alors, quand on dit le web, c'est à la fois les sites internet des offices de tourisme, de la destination et du département de séjour. Arrive après en second et troisième rang le bouche à oreille à hauteur de 25%, et puis les brochures et les guides. Toujours important, les brochures et les guides, hein, qui restent quand même, qui restent accrochés. On se dit le papier c'est terminé, mais à toutes les études, systématiquement, on n'est pas loin de 25% sur les brochures et les guides touristiques. Donc ça reste important par rapport à notre public. Peut-être pas par rapport aux plus jeunes, mais en tout cas par rapport à une grande partie de notre fréquentation. Donc, vous voyez, vous verrez de nouveau les résultats segmentés par sous-cible. On va s'intéresser maintenant à ceux qui ont logé dans des hébergements marchands exclusivement. On leur avait posé 2 questions. Avant votre départ, comment avez-vous réservé votre séjour et auprès de qui avez-vous réservé votre séjour? Vous voyez les différentes modalités, Internet avec paiement en ligne, par téléphone, par Internet sans paiement en ligne. Donc, ce qu'on voit, c'est que Internet est également le principal mode de réservation de l'hébergement. On monte à 61%. Le téléphone, quand même, reste dans un cas sur 5 utilisé. On est presque à 22-23%. Et auprès de qui? On voit que la réservation directement auprès de l'hébergeur est quand même assez forte puisqu'on est à presque 60% des cas. Donc ça, pareil, c'est le résultat sur l'ensemble de l'échantillon. Et comme tout à l'heure, on a pu le segmenter selon certaines sous-cibles, on l'a segmenté aussi selon le mode d'hébergement qui avait été choisi. Alors, comment ça se lit? Je ne sais pas si le tableau s'affiche, je pense que oui. Oui, c'est bon. Ça, ce sont les différents modes de réservation, le sous-total web. Et ici, on a mis j'ai séjourné dans une location, dans un hôtel, dans une résidence de tourisme, en chambre d'hôte, en camping, en village de vacances ou en hébergement multiple. Donc, pareil, c'est des pourcentages par colonne. On peut voir que si Internet est le principal mode de réservation pour le locatif, on monte à 69%, notamment avec le paiement en ligne qui est à 46%, le contact par téléphone reste non négligeable pour les chambres d'hôtes et aussi pour les hôtels. Ça, c'est la première question. Ouais, c'est intéressant. Dans cette période de crise, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de tribunes, beaucoup d'articles sur un OTA national ou régional, sur
tout ce qui tournait autour de la réservation. On a là des éléments qui sont tangibles et qui vont nous permettre d'alimenter cette réflexion-là notamment. Et la deuxième question qui avait été posée, c'était auprès de qui avez-vous réservé votre séjour? Donc, on voyait bien que on montait presque à 60% directement auprès du propriétaire. Alors, on voit que on monte encore plus haut pour les chambres d'hôtes, on monte à 63% si j'arrondis, et pour les campings, on monte à 74%. Donc, c'est vraiment sans intermédiation. Et à l'inverse, si on va sur le locatif, enfin l'inverse, ou de façon plus modérée, sur le locatif, l'intermédiation, c'est là qu'elle est la plus importante, en particulier via les centrales de réservation ou via les sites d'hébergement que nous connaissons tous. On monte à un score qui est quand même beaucoup plus important. Donc ça, c'était quelques informations sur la période avant le séjour en Occitanie. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques des séjours. Et après, on ira voir ce qu'ils ont fait pendant le séjour. Descriptif des séjours. Alors, on leur a demandé est-ce que vous avez logé dans un seul lieu ou bien dans plusieurs lieux. Donc, la grande majorité, à hauteur de 90%, a séjourné dans un seul lieu en Occitanie. Mais ceci dit, on s'intéressera dans d'autres, je pense, dans d'autres publications sur ceux qui ont un petit peu bougé, qui sont allés dans plusieurs lieux de séjour. Parce que qui dit plusieurs lieux de séjour, qui dit aussi plusieurs départements. Donc, ça sera une autre dimension qu'on pourra analyser prochainement. Sur la durée de séjour, on est sur une durée en moyenne de 8,9 jours, avec une répartition assez équitable, des courts séjours à hauteur de 30%, des séjours de 4 à 7 nuits à hauteur de 34% et de 8 nuits et plus à hauteur de 36%. Donc, ça a toujours les résultats au global sur l'échantillon. Et il est intéressant quand même de voir ce qui se passe sur les différentes sous-cibles que l'on peut avoir. Donc là, c'est un pourcentage en ligne. On retrouve nos 30% de court séjour, 34% de moyens. Et les longs séjours, en fait, il y a 23% de 8 à 15 nuits. On a quand même 13% de très, très longs séjours. Où est-ce qu'ils sont ces longs séjours? Ils sont davantage sur l'univers du littoral, 29% et 20% de séjours de plus de 8 nuits. Les courts séjours, où est-ce qu'ils sont? Ils sont davantage sur l'univers urbain, 39%. Et aussi sur les habitants Occitanie. 50% des habitants Occitanie ont séjourné en court séjour. On voit également que les séjours très longs sont aussi sur de l'hébergement mixte. Peut-être qu'on fait du marchand et qu'on fait du non-marchand quand on reste longtemps. Voilà, ça donne un petit peu des voies d'analyse. C'est aussi pour vous illustrer la capacité que l'on aura pour aller affiner ces résultats, puisqu'il y a un chiffre sur le global, mais vraiment, ça masque de fortes disparités selon les sous-cibles. Maintenant, intéressons-nous au groupe de séjour. Donc ça, c'est la base totale. Est-ce que je suis venue en couple, en famille, seule, entre amis ou en groupe ou en voyage organisé? Donc le résultat global, il est ici. 43% en couple, 40% en famille, 12% seul et on arrondit 10% entre amis. De la même façon, on peut voir qu'il y a quand même de fortes disparités selon les sous-cibles. En univers urbain, je viens plus en couple ou bien seul, un petit peu plus seul. En univers littoral, je viens plus en famille à 44%. Et on peut voir également que sur la famille, c'est aussi sur l'univers montagne qu'elle est davantage représentée. Voilà, je vous donne quelques éléments de lecture, mais il y en aura d'autres et vous trouverez vous-même vos clés de lecture qui vous intéresseront. Toujours sur les caractéristiques du séjour, on leur a demandé quel était leur principal mode de transport pour venir sur le lieu de séjour et aussi s'ils avaient bougé entre différents lieux, entre ces différents lieux, comment ils ont fait. Bon, là, les chiffres sont assez marqués, on peut le voir. C'est la voiture qui est le principal mode de transport, à la fois pour se rendre sur place ou pour se déplacer. C'est encore plus marqué sur l'univers montagne et l'univers littoral, sur la saison juillet-août et auprès des habitants Occitanie. On voit un tout petit peu plus de touristes qui sont venus en train sur l'univers urbain et sur les visiteurs réguliers. Mais là, ce sont des résultats qui sont vraiment très marqués. Et même si on croise par sous-cible, on restera avec le poids important de la voiture. On va s'intéresser maintenant à qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le séjour. On ne va pas tout vous présenter puisque, comme Dominique vous l'a précisé tout à l'heure, on a fait vraiment des focus sur certaines thématiques. Donc là, on va rester sur des résultats qui sont un peu plus généraux. Voici à la question, quelles sont toutes les activités que vous avez réalisées pendant votre séjour? Voilà toute la liste des activités qui étaient proposées. On peut voir qu'il y en a 3 qui se démarquent avec des scores qui sont supérieurs à 50%. La visite de ville ou de village,
les balades, la promenade à pied, et puis aussi aller au restaurant. Ensuite, dans un second rang, avec des proportions un petit peu plus modérées, on retrouve la visite de parents ou d'amis. On retrouve le côté culturel, visite de sites historiques, monuments, et les marchés, les foires et les brocantes. Et puis, vous verrez tout ce qui reste après, mais on a aussi notre dimension qui revient, en tout cas tout ce qui est visite des grands espaces naturels et la plage et la baignade. Donc ça, c'est sur l'ensemble de l'échantillon. Une fois qu'ils avaient répondu à cette question, on leur a posé une autre. OK, vous avez réalisé toutes ces activités. Maintenant, est-ce qu'il y en a une qui correspondait à votre motif principal de séjour? Alors là, vous allez voir, les scores, hein, ils sont quand même moins forts, puisque le plus haut, il est à 26%, et celui qui se démarque, c'est la visite de parents ou d'amis. Mais sinon, il n'y a aucune activité qui a fait l'objet d'être le motif principal de séjour. On va s'intéresser maintenant à certaines thématiques et certaines filières. Alors, je pense que là, ça va s'afficher. Vous avez présenté là, sur cette slide-là, le point, entre guillemets, des principales filières et des thématiques. Donc, il y avait un souhait aussi de faire un focus sur les grands sites d'Occitanie. Mais toutes les autres filières sont là, les activités culturelles et les visites, le balnéaire, les activités de pleine nature. Voilà, festival, spectacle, no tourisme. Vous avez le poids, le taux de pratique, entre guillemets, auprès des visiteurs français qui ont séjourné en Occitanie. Et on va pouvoir aller le décliner par sous-cible. C'est là que c'est plus intéressant. Donc, on repart sur nos 4 univers, campagne, littoral, urbain, montagne. Le chiffre au global ici en dernier et un pourcentage par colonne. Si on s'intéresse à l'univers littoral, on voit que logiquement, le balnéaire se démarque à hauteur de 69%, alors que dans l'échantillon, il n'était qu'à 32%. C'est pour ça que vraiment, ces résultats globaux, il faut les interpréter, mais avec prudence, en allant s'intéresser aux sous-univers ou aux sous-cibles. L'univers montagne, on voit bien que les activités de pleine nature prennent le pas à 55%. C'est la principale filière qui est pratiquée, ou la principale activité. Sur l'univers campagne, on voit que tout ce qui est activité culturelle et physique, au même titre que l'urbain, c'est une des principales filières qui est représentée. Et pour le no-tourisme, on voit qu'il est surreprésenté sur le littoral et sur la campagne. Et bien entendu, logiquement, le sport d'hiver arrive sur l'univers montagne. Voilà. Ça vous permet aussi d'avoir un petit peu la répartition des filières par univers. De la même façon, on l'a fait par saison. Donc, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, il y a des éléments qui nous rassurent puisque personne n'a fait de sport d'hiver en juillet, août et en septembre à novembre. C'est assez rassurant. On en a quelques-uns qui ont eu la chance de peut-être skier en début du mois d'avril. Voilà, donc c'est des éléments qui sont rassurants et qui vous permettront à vous aussi d'avoir une lecture par saison si cela vous intéresse dans vos stratégies et vos plans d'action. On va vous présenter juste deux focus thématiques, un sur le no-tourisme et un sur les activités de pleine nature. On l'avait posé pour tous ceux qui ont pratiqué une activité autour du vignoble et du vin. Alors, ils pèsent combien? Ils pèsent 12% de l'échantillon, mais ça fait quand même 1600 touristes, un peu plus de 1600 touristes français. On leur a demandé quelles activités ils avaient personnellement réalisées. Donc, avant tout, ils ont acheté du vin, c'est bien. Et puis, ils ont visité aussi les caveaux et les caves, 53% d'entre eux et 30% d'entre eux. Et de façon plus marginale, ils ont fait de la randonnée ou ils ont fait des circuits. Ensuite, on leur a demandé de se prononcer sur une échelle d'accord, de tout à fait assez, pas d'accord, pas tellement d'accord ou pas du tout d'accord, sur plusieurs modalités d'évaluation de l'activité de la filière. Donc, il y avait 4 modalités. On est bien accueilli sur les sites. Les explications fournies permettent de mieux connaître les vignobles et le vin. Les sites de visite sont authentiques et les activités sont diversifiées. Plus c'est vert, plus c'est satisfaisant. Et vous pouvez le voir ici, on a des sous-totaux de tout à fait d'accord et de assez d'accord qui sont quand même très élevés puisque le plus petit est à 77%. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le taux d'avis enthousiaste. Le tout à fait d'accord monte à 60% sur la modalité on est bien accueilli sur les sites. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça dans les études. Donc, quand il y a des avis enthousiastes, c'est quand même bien. Mais là, à 60%, c'est quand même très fort comme résultat. Sur les explications, écoutez aussi, on a un niveau de 51%, donc c'est quand même des très bons résultats. Et voilà, cette petite sous-partie-là permet de voir des marges de progression puisqu'on voit que sur la diversification des activités,
même si on a un très bon score sur le saut total d'accord, on n'est qu'à 31% sur les avis très enthousiastes. Et puis, on a une note moyenne de l'activité, pour ceux qui l'ont pratiqué, de 8,6 sur 10, donc c'est quand même des scores très intéressants. Allez, on passe à une autre activité, c'est les activités de pleine nature. On leur a demandé quelles sont toutes ces activités de pleine nature que vous avez pratiquées pendant votre séjour. Là, on voit qu'il y a un poids qui est quand même marqué de la randonnée pédestre à hauteur de 68%, et avec derrière des poids plus modérés et des différentes activités qui composent cette filière. Au niveau de la satisfaction, c'est un très bon niveau de satisfaction aussi parce que tous ceux qui l'ont pratiqué, donc on est quand même sur un échantillon de 3200 touristes. On a un poids à peu près de 22% de la filière sur les visiteurs français. Donc on a quand même 8,8 sur 10 de note moyenne de satisfaction. C'est quand même un très bon score. Pareil, quelques modalités d'évaluation. Donc vous voyez, de nouveau, même principe, les sous-totaux d'accord. Ça oscille entre 97% le plus fort et 66%. Bon, mais là, le cadre naturel de pratique est magnifique. On monte à 76% de tout à fait d'accord. Voilà, merci l'Occitanie, ou merci tous les lieux de séjour, en tout cas, et la richesse des cadres naturels qu'offre le territoire très varié de l'Occitanie, on le retrouve quand même ici, avec 76% de tout à fait d'accord sur son côté magnifique. Et puis après, on a quand même des pratiquants qui sont plutôt satisfaits, à la fois sur l'entretien et les balisages des chemins et des itinéraires de randonnée, même s'il y en a quelques 5% qui sont pas contents. Je pense que si c'est pas bien fait, par contre, on le dit. Au niveau de l'accueil, c'est aussi des scores qui sont très, très satisfaisants. C'est un peu plus modéré sur le rapport qualité-prix, mais on sait qu'on est toujours un peu plus critique. Sur la qualité du matériel proposé et sur l'encadrement des professionnels, mais ça reste des scores qui sont quand même très, très satisfaisants. Et on voit quelques marges de progression sur ces deux items-là. Voilà, je vais redonner la parole à Dominique sur les modes d'information. Voilà, c'était un extrait de ce qu'on peut vous livrer. Il y aura des éléments complémentaires dans les prochaines éditions. Je sais qu'il faut que j'accélère puisque Ouais, il est 3h15. Ouais. Il est 3h15, 1515, on s'était dit, il faut accélérer. Donc les modes d'information très rapidement donc, si ça s'affiche. ça s'affiche. Voilà, donc sans surprise, l'utilisation d'Internet pendant le séjour, utilisation du téléphone majoritaire 63%, de la tablette à 16%, 18%, l'ordinateur portable, mais 22% zéro utilisation. Voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même pas loin d'un quart de la population qui n'utilise pas Internet pendant le séjour. Pourquoi faire? La première utilisation, c'est la lecture des emails perso, l'utilisation personnelle, mais recherche d'informations touristiques. Donc, la mobilité, elle est toujours, elle est tout le temps. Elle est dans le parcours client, elle est en amont, elle est pendant le séjour, elle est après. Donc, il y a beaucoup de choses autour de la recherche d'informations, la connexion aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Donc, je ne passe pas plus de temps que ça. Recherche d'informations. Alors, partage d'expérience, c'était intéressant. On voulait savoir si nos visiteurs partageaient des photos sur leur séjour, sur les réseaux sociaux, pendant et après. On voit que le partage de photos, il est quand même sur l'échantillon global à plus de 30%, 36 ou 37% pendant. On monte à 63 et quelques pour les 18-24 ans, hein, c'est pas étonnant. Des avis sur les lieux d'hébergement, mais ça reste quand même relativement marginal. Avis, témoignages sur les sites type TripAdvisor. Vidéo sur le séjour, ça reste là aussi pas très très marquant. Et quand même, il y a entre 50 et 60% de personnes qui ne partagent pas leur expérience, qui ne mettent aucune publication. Allez, on enchaîne sur les niveaux de satisfaction. C'est parti. Alors, pour ceux qui étaient Albi, ils ont déjà vu cette belle slide-là. Sur la satisfaction globale des visiteurs, on leur a demandé, globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait ou pas, en nous donnant une note de 1 à 10 de votre séjour. Donc, on est à 8,8 sur 10, donc c'est un très bon score. La recommandation de la région, du coup, le niveau il est très élevé, il est à 99%, et les intentions de retour, quel que soit le lieu de séjour en Occitanie, elles sont aussi fortes, elles sont à 99%, avec 86% de oui, certainement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, que tout est gagné d'avance, parce qu'il faut se battre pour que ça reste à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on a un gros potentiel en Occitanie et dans les destinations. Mais l'enquête ne nous dit pas seulement allez-y, tout va bien. Elle nous dit aussi plein de choses qui vont moins bien et sur lesquelles on peut avoir des marges de progression. C'est important de le préciser.
On a permis aux répondants de s'exprimer librement et une des questions était qu'est-ce qui vous a particulièrement plu lors de votre dernier séjour en Occitanie, que vous garderez comme un grand souvenir de votre séjour. Donc, il y en a quand même 92% qui ont cité au moins un élément d'agrément. Et là, on vous a mis en exergue les principales expressions. Donc, le logiciel qui nous permet de faire ça relie les mots et voit les expressions. On voit que celle qui ressort de façon prépondérante, c'est la beauté du paysage, probablement. Voilà. Il y en a plein d'autres. Il y a des titres qui sont cités. Et voilà, l'ensemble des verbatims, des questions ouvertes feront l'objet d'une analyse lexicale et thématique qui vous sera livrée dans un temps futur. De la même façon, on leur a demandé mais qu'est-ce qui vous a moins plu lors de votre dernier séjour en Occitanie? Toujours en spontané, hein, ce sont vraiment leurs expressions. On voit que le mot manque revient. Manque de neige, manque d'animation, manque de propreté, manque d'activité, manque de transport. Et après, il y a d'autres états des routes, difficultés de stationnement. Ce sont souvent les éléments de désagrément qui sont soulevés. Mais voilà, ils ont été exprimés de façon libre par nos répondants. Ensuite, on leur aura demandé de nouveau de se positionner sur une échelle de 1 à 10 sur une longue batterie d'items. Donc, vous pouvez voir un petit peu on va dire les 15 premiers items qui concernent l'environnement du séjour et les services. Donc, vous pouvez voir que les notes moyennes oscillent avec la plus haute à 9,1 sur 10 et la plus basse à 7,3 sur 10. La plus haute, c'est la beauté des paysages. Suivi de tout ce qui est lié à l'hébergement, facilité de réservation et même la satisfaction au niveau de l'hébergement qu'ils avaient choisi. On voit qu'on a des petites marges de progression quand même. Alors, la plus forte, elle est sur la connexion Internet. Je pense que c'est en fonction des territoires, ce sera intéressant peut-être de voir comment ça varie. Et puis, on voit des marges de progression sur rapport qualité-prix, sur la propreté et aussi sur les restaurants. Alors, on est bien d'accord, hein, les notes en elles-mêmes n'ont pas forcément de sens prises comme ça isolément. 8, ça peut être très bien dans certains cas ou ça peut être pas suffisant dans d'autres contextes. Donc, ce qui est intéressant et ce qu'on n'a pas eu le temps encore de faire, c'est de croiser toutes ces choses-là, de faire des matrices de contribution, d'essayer de voir quels sont les items qui font qu'un séjour va être en positif au final, dans sa globalité, ou en négatif. Donc ça, il y a tout un travail en finesse à mener qu'on mènera sur le global, mais aussi sur les segments qu'on a évoqués jusqu'à présent. Tout à fait. Alors juste là, on a voulu aller voir ce que ça donnait si on filtrait les profils de satisfaction sur les habitants, les visiteurs réguliers, les visiteurs occasionnels ou les primo-visiteurs. Donc ici, vous avez la légende. Et vous pouvez voir qu'en gros, c'est quand même des profils d'évaluation qui sont très proches. On voit quelques différences sur l'accueil des professionnels qui est encore plus jugé satisfaisant par en violet, c'est les primo-visiteurs. L'environnement préservé de la région ou des lieux de séjour qui est encore plus souligné par les primo-visiteurs et aussi la propreté. Voilà. Et on peut voir aussi à l'inverse que la facilité d'accès sur le lieu de séjour, elle est moins reconnue envers les visiteurs occasionnels ou par les primo-visiteurs. Mais globalement, on voit que les profils sont quand même très proches. Et voilà les derniers items de satisfaction qui avaient été évalués. Ça concerne les activités pratiquées pendant le séjour. Donc là, c'est pas sur l'ensemble de l'échantillon, mais c'est uniquement auprès de ceux qui ont pratiqué l'activité ou qui étaient concernés par la thématique. Donc, vous pouvez voir pareil que les chiffres oscillent de 7,7 à 8,8. Les marges de progression, elles sont sur les activités pour les enfants. Sur les festivals, les spectacles et les événements, il faudra aller creuser. Et sur les plages, ça reste quand même des scores qui sont satisfaisants, mais on voit que par rapport à d'autres items, sur les chemins de grande randonnée ou de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur les grands espaces naturels, sur la cure, sur les activités de sport et pleine nature, on peut quand même gagner et aller plus vers du 8,8 ou que être autour de 8 de moyenne. Donc voilà pour les principaux scores sur la satisfaction et on pourra vous en livrer plus prochainement. Donc voilà, Dominique, c'est à toi pour cette partie-là qui va intéresser du monde, je pense. Oui, tout le reste, je pense, a intéressé pas mal de monde, enfin j'espère en tout cas. Mais les dépenses et la consommation, c'est quelque chose qui nous intéresse tous puisque c'est l'économie touristique. Comment elle s'alimente? La consommation, comment on la calcule déjà? Est-ce que on s'intéresse au chiffre d'affaires de toutes les entreprises? C'est compliqué à construire. Donc, on a tendance plutôt à travailler sur la consommation touristique, à essayer de l'estimer à l'échelle des différents territoires. Et pour pouvoir estimer la consommation touristique, il faut connaître assez finement les dépenses. Donc, ce type d'enquête nous permet
de mieux connaître, de mieux comprendre le niveau de dépenses, la manière dont les choses sont dépensées. On a posé des questions qui étaient très fines, poste par poste. Comme c'était très fin et parfois un peu complexe pour ceux qui ont répondu à l'enquête en ligne, il y a des fois des petites choses qui ne vont pas. Il faut nettoyer tout ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a pris un peu de retard. Il a fallu faire un gros nettoyage. Il a fallu aussi faire un redressement spécifique pour les dépenses parce qu'on travaillait plutôt par séjour. Une personne répond au nom d'un groupe, pour parler d'un séjour particulier. Quand on parle des dépenses, il faut pouvoir ramener ça à des nuitées, à des équivalents de durée de séjour et de personnes. Donc, il a fallu faire un travail supplémentaire pour pouvoir mettre tout ça d'aplomb, pour pouvoir l'étudier et le comprendre de manière plus fine. Voilà, donc on peut passer à la suivante parce que ça, c'est celle que tout le monde attend. C'est quoi la dépense par jour et par personne d'un touriste en Occitanie? Alors, voilà ce que donne l'étude. Donc, on a segmenté entre deux dépenses moyennes, trajet compris et hors trajet, puisque c'est deux approches qui peuvent être qui sont communément admises. Quand on regarde les dépenses des touristes via le suivi de la demande touristique, le SDT, TNS, Sofres, Kantar, etc., on est sur des dépenses trajet compris. Dans certaines régions, on a des points de comparaison hors trajet. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous a mis les deux. Donc, la moyenne qui remonte de cette étude, elle est de 56 € trajet compris ou de 47 € hors trajet. C'est quelque chose d'assez logique, pas très choquant par rapport à tout ce qu'on a pu voir par ailleurs. On est assez proche de ce que dit le SDT, le suivi de la demande touristique. On est assez proche de régions comparables. Et quand on regarde dans le détail, par hébergement marchand ou par hébergement non marchand, quand on regarde par destination, on est relativement cohérent. Donc, on va le voir dans le détail, mais retenez ce chiffre parce que vous n'allez pas pouvoir faire autrement, 56 € par jour et par personne pour un visiteur en Occitanie. Et donc, vous le voyez déjà, par destination, il y a des petites différences qu'on va regarder dans les slides suivantes. Donc, par univers de destination, on le voit. Alors, précision, c'est intéressant de mettre la dépense moyenne par nuit et par personne parce que c'est le chiffre qu'on retient facilement. 53, 56, ça claque bien. Par contre, il faut toujours ramener ce chiffre-là à des dépenses totales pour le séjour, puisque une dépense moyenne par nuit et par personne peut sembler faible, peut sembler inférieure à la moyenne. C'était le cas du littoral. On voit 53, tiens, sur le littoral. On est en dessous de la moyenne régionale. Ouais, on est en dessous de la moyenne régionale parce que les séjours sont peut-être un peu plus longs, mais on voit que la dépense totale pour un séjour, c'est elle la plus importante. Donc, il faut relativiser tout ça. Il faut toujours avoir plusieurs dimensions dans l'analyse qu'on peut en faire. Donc, les dépenses moyennes, c'est très bien, c'est très intéressant, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est les dépenses totales pour le séjour, avec ou hors trajet. Alors, on a fait le choix de quand même privilégier les dépenses avec le trajet parce qu'on est sur une grande région. Vous avez vu qu'il y avait 38% d'habitants de l'Occitanie et puis une grande partie qui sont aussi des régions limitrophes. Donc, ça nous intéresse de voir aussi quelle est la part du trajet dans ce type de dépenses et d'approches. Alors, on est vraiment, on le précise, sur de l'hébergement marchand et non marchand. On va voir le distinguo. Je le vois parce qu'il y a une petite question qui a été posée. Donc, j'y réponds. Sur les habitants d'Occitanie, on voit que c'est assez intéressant de le constater. Les habitants d'Occitanie, la dépense moyenne, c'est la même que la dépense moyenne à l'échelle de la région, mais avec des dépenses totales qui sont beaucoup plus faibles, puisqu'on est plutôt sur du court séjour. Le visiteur occasionnel ou le primo-visiteur, et ce n'est pas une surprise, va dépenser plus par jour et par personne parce qu'il va être beaucoup plus en hébergement marchand, puisqu'il découvre la région, puisqu'il n'a pas forcément d'adresse, il n'a pas de résidence secondaire, il n'a pas forcément des amis dans la région. Donc, il est en primo-visiteur, il a tendance à dépenser un petit peu plus avec des dépenses totales pour le séjour qui sont importantes aussi. J'accélère un petit peu. Donc, hébergement marchand, hébergement non marchand. On voit que la dépense moyenne par nuit et par personne en hébergement marchand, elle est pour l'Occitanie à 72 €. On n'est pas très très loin de ce qu'on a constaté notamment sur le suivi de la demande touristique aussi ou d'autres études. Hébergement mixte, on a vu que c'était un petit peu hybride. Hébergement non marchand à 43 €.
ce qui est assez important, avec bien sûr des dépenses totales pour les séjours qui sont en conséquence à regarder avec hébergement marchand, une dépense totale pour le séjour qui est assez importante, notamment si on regarde avec trajet. Donc retenez ça, hein, 72 €, 43 €. On l'a regardé aussi à l'échelle du détail des différents hébergements. Important, intéressant à regarder sur la dépense moyenne par nuit et par personne en hôtel, en chambre d'hôte. Vous voyez, hôtellerie et chambre d'hôte, on n'est quand même pas très loin, on est sur un service hôtelier quelque part, en résidence secondaire, en locatif, en camping, sur des séjours plus longs. C'est intéressant aussi de voir ça. Village de vacances, maison familiale, on est sur des dépenses importantes par jour et par personne. Donc, je ne vais pas tout détailler, vous regarderez ça dans le détail et vous reviendrez vers nous s'il y a des questions là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça en termes de consommation touristique? On l'a travaillé par espace de destination. On voulait regarder ce qui se passait sur la campagne, sur le littoral. On a tendance de temps en temps à vouloir opposer les choses, alors qu'il faut peut-être les regarder en parallèle. Donc, quelques rappels sur la superficie. La campagne, c'est 65% de la superficie de la région. Donc, forcément, ça pèse un peu plus, 38% de la population. On a un secteur qui s'appelle l'urbain hors métropole. C'est tout le réseau des petites villes d'Occitanie qui pèse aussi assez lourd en population et qu'on a tendance à toujours pas forcément regarder. Ce n'est pas la campagne, mais ce n'est pas non plus les grandes métropoles comme Toulouse et Montpellier. Ce n'est pas le littoral non plus. Voilà. Et donc, on recadre tout ça et maintenant, on regarde ce qui se passe sur la consommation. Alors, vous allez voir un tableau qui fait peur. Non, il ne fait pas peur, mais il faut pouvoir le lire. Donc, quelques colonnes par espace de destination, Massif central, Pyrénées, Montpellier, Toulouse, littoral, urbain, hors métropole, campagne. Quelle est la répartition par colonne des lits touristiques, qu'ils soient marchands ou non marchands, sur ces destinations? La répartition des lits touristiques, la répartition des nuitées, la répartition de la consommation, je vous expliquerai comment elle est calculée, la répartition des emplois salariés. Ça va nous permettre de faire un lien entre ces différentes colonnes-là en disant j'ai un certain nombre de lits touristiques. Est-ce que ce nombre de lits touristiques génère un nombre toujours le même de nuitées en correspondance directe ou pas? Est-ce que ces nuitées génèrent de la consommation et est-ce qu'il y a des emplois salariés à la clé? Donc, si on revient au lit touristique, on s'aperçoit que le littoral et la campagne sont les deux plus grands pourvoyeurs de lits touristiques, 28% pour le littoral, campagne 35%. Dans les lits touristiques, j'ai bien dit marchands, non marchands, donc marchands, tout le secteur d'hébergement, y compris Airbnb, qui est intégré dans la partie marchande. Non marchands, ce sont les résidences secondaires, mais aussi une estimation de tout ce qui se passe en résidence principale, chez les parents et les amis, mais pas forcément dans la résidence secondaire. Donc, ça donne un volume de lits qui est relatif, qui est cohérent par rapport à la fréquentation réelle de la région Occitanie. Tout ça, ça donne des nuitées. Nuitées, elles aussi, marchandes et non marchandes. La source, il faudra qu'on mette la source, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais la source, c'est Fluvision Tourisme essentiellement. Donc, les nuitées, comment elles se répartissent sur les différents territoires? On voit que Massif central, Pyrénées, Montpellier, Toulouse, le littoral, 28% des lits touristiques, 23% des nuitées. C'est assez logique, une histoire de concentration saisonnière qui est un peu plus importante que dans d'autres lieux. On voit ressortir ici 11% des lits touristiques pour l'urbain en métro et 20% des nuitées, c'est important. Et la campagne qui génère 29% des nuitées, alors qu'il y a 35%, puisqu'il y a un gros potentiel de résidences secondaires en lit touristique. Comment on passe de ces nuitées à la consommation? On se sert des éléments de l'enquête et on redéfinit par espace et par saison et par français étranger. On prend les dépenses françaises qu'on augmente un petit peu pour avoir les dépenses des étrangers qui sont estimées puisqu'on ne les a pas, vous l'avez compris, à travers l'enquête. Donc, il y a une part d'estimation. C'est des gros volumes. Le but de cet exercice, ce n'est pas de donner une vérité absolue, mais c'est de montrer en prenant des éléments les plus comparables possibles comment se répartissent ces univers de consommation. Donc, on voit qu'avec 4% des nuitées, le Massif central génère 4% de la consommation. C'est assez logique. 7% des nuitées pour les Pyrénées génèrent 7% de la consommation.
Quand on est sur la métropole de Montpellier, on a 6% des nuitées et on génère 7% de la consommation. On a vu tout à l'heure que la dépense moyenne était un peu supérieure à la moyenne, justement. À Toulouse, 10% des nuitées génèrent 12% de la consommation. Sur le littoral, 23% des nuitées ne génèrent 19% de la consommation. L'urbain en métropole, là, il y a une performance qui est un peu supérieure. 20% des nuitées génèrent 23% de la consommation. Il y a une concentration de cette consommation. J'ai oublié de le dire, mais la consommation calcule aussi l'excursion qui est calculée via Fluvision Tourisme et qui est estimée en termes de consommation par jour et par personne, en termes d'excursionnistes. La campagne, 29% des nuitées génèrent 28% de la consommation. Il y a une cohérence. Les emplois salariés, c'est toujours compliqué de mesurer l'emploi touristique, vous le savez, c'est un peu une question récurrente. Là, on parle des emplois salariés qui sont les emplois caractéristiques du tourisme ou 100% de tourisme. Mais c'est intéressant de voir que dans les zones comme le Massif central, l'emploi salarié est moins présent. Pyrénées, on est vraiment sur les fameux 7% qui restent cohérents d'un bout à l'autre. À Montpellier ou à Toulouse, on surperforme entre guillemets. Il y a plus d'emplois salariés, c'est normal, puisque dans ces emplois salariés, on va retrouver toute l'hôtellerie qui va plus en ville ou en milieu urbain. La restauration aussi qui va peser lourd dans ces emplois salariés. Sur le littoral, un petit peu moins, bien sûr. Sur l'urbain hors métropole, là aussi, performance importante. Et sur la campagne, moins d'emplois salariés parce qu'on a tout ce secteur diffus, notamment autour du locatif, où on est sur de l'agritourisme avec pas forcément des emplois salariés à la clé, mais des compléments d'emploi, des compléments de salaire, notamment pour du locatif en secteur diffus. Voilà, ça c'est pour montrer jusqu'où on peut aller une fois qu'on a des dépenses et qu'on a des indices de fréquentation. La slide suivant ou le slide, je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin, nous montre comment se répartissent cette consommation, comment elle se répartit, toujours par espace et en fonction des différentes périodes de l'année. C'est intéressant aussi de voir comment le découpage, je vous le présente rapidement. Donc, on a mis en avant les vacances de Noël, vacances d'hiver, vacances de printemps, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, les vacances de Toussaint. Et les trois petits points entre chaque secteur, c'est la période qu'il y a entre les vacances de Noël et les vacances d'hiver. Les vacances d'hiver, c'est les vacances de février. Entre les vacances d'hiver et les vacances de printemps, vous avez compris le principe. Donc, on voit que sur l'univers campagne, la répartition de la dépense est beaucoup plus étale sur toute l'année. C'est intéressant de le préciser quand on est dans une logique où on veut mettre en avant du tout de saison, une région 4 saisons, avec une concentration quand même assez forte en juillet et en août. On retrouve cette idée de concentration en juillet et août sur le littoral, bien évidemment, mais avec mai-juin, qui est quand même important, qui est impacté par notamment les grands week-ends d'avant-saison, moins par les vacances de printemps, on pourrait s'étonner. Septembre-octobre aussi qui prend de l'importance, mais plus sur la campagne ou plus sur l'urbain en métropole que sur le littoral de manière très, très précise. Les vacances de la Toussaint, on a l'impression que ça pèse rien parce que la période est beaucoup plus petite, c'est une semaine, donc forcément la répartition n'est pas aussi importante qu'elle pourrait l'être si on était sur des durées comparables. Parce que ce sont des vacances qui ont pris de l'importance au cours de ces dernières années. Mais voilà, un autre exercice possible pour voir comment se répartit la consommation touristique sur les différents univers et dans les différentes périodes. Ça vous rappelle peut-être, et je terminerai là-dessus, ça vous rappelle peut-être ce que vous avez vu dans le plan marketing du CRT, les fameuses matrices de la fréquentation réparties par période et par destination. Là, on est allé un cran plus loin. Grâce à l'enquête de clientèle, on peut jouer sur de la consommation touristique. Ça donne des indications et ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux voir là où on a des marges de manœuvre ou des marges de progression à faire valoir. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, mais il est 15h38. Voilà. Comme d'habitude, on a dépassé l'heure. Oh, on avait mis 5-10 minutes avant de démarrer. On a commencé à 35, donc on est bon. Voilà, donc maintenant, on est ouvert à toutes vos questions. Si vous êtes toujours là, il y a toujours une quarantaine de personnes qui sont là. Je vais arrêter mon partage d'écran, peut-être comme ça, on verra. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment.
Attention, il ne reste que 30 minutes. Ah ben oui, merci. Ouais, ça c'était une question qui date d'il y a 30 minutes. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que soit on vous a totalement épuisé, soit on a été d'une clarté sans nom. Ce qui est sans doute moi je pense que c'est la deuxième catégorie. On note aussi toutes les questions qui sont posées dans le chat. On y répondra dans la mesure du possible. La question de Françoise à Albi sur les catégories d'hôtels. On n'est pas allé jusque-là à ce niveau-là parce que là les réponses ne sont pas suffisamment fines de la part des enquêtés. Ils nous ont dit s'ils étaient à l'hôtel, ils nous ont pas dit s'ils étaient dans un hôtel 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, ce qui aurait été compliqué en plus à exploiter parce qu'il y a du multi-séjour, on l'a vu tout à l'heure, donc je peux avoir été à l'hôtel et puis en camping et puis dans ma résidence secondaire, il aurait fallu demander tout ce type de détails. Le questionnaire étant déjà très long, il aurait fallu le demander pour chacun des hébergements, chacun des jours de l'étude. Voilà. Donc, c'était important. Je retiens que certains de nos partenaires sont en attente des bases de données. Je pense que j'ai bien compris le message. Le spectateur anonyme, qui ne veut pas dire son nom, dit que la montagne hiver ne pèse plus rien. Ce n'est pas vrai. On pourra calculer la montagne l'hiver, on pourrait le faire. On ne l'a pas vu là, mais on l'a évoqué entre nous quand on a travaillé sur ces données-là. Dans certains créneaux, à certaines périodes et sur certaines activités, c'est le motif principal de la venue. Donc, ça reste aussi un motif principal qui permet de pouvoir générer du séjour. Donc, quand c'est mis en face de tout cet espace immense que représente la campagne, j'aimerais bien qu'on ait des heures pour parler de ce qui s'est passé autour de l'essor d'Airbnb, par exemple. Mais en 2 mots, Airbnb à l'échelle régionale aujourd'hui, c'est un potentiel de 700 000 lits touristiques à rapporter des 1 million de lits touristiques qu'on évoquait jusqu'à présent pour parler de l'Occitanie. Donc, il y a une offre qui est considérable, qui existe, qui fait que peut-être proportionnellement, la montagne semble peser moins qu'avant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une consommation hyper importante. Quid du tourisme responsable? Alors, bien sûr, il y a des questions, on ne les a pas évoquées sur la perception. On se les réserve pour les rendez-vous à venir. Notamment, il va y avoir des assises du tourisme durable qui seront à l'automne ou à la fin de l'année. Donc, on aura des éléments à trier. Vous avez vu que ce questionnaire, il touchait à une grande partie du parcours client. Donc, effectivement, il y a des questions sur la perception, notamment sur le tourisme durable et du tourisme responsable. On pourra les partager avec vous si vous le souhaitez. Mais oui, il y a des éléments. C'est le côté positif de cette enquête. Le questionnaire était très, très lourd, mais il y a aussi beaucoup d'éléments. Sur les tourismes internationaux, on ne l'a pas développé tout à l'heure. On ne va pas se contenter entre guillemets, se rater autour des tourismes internationaux. On va essayer de trouver un autre moyen de les interroger, de leur poser des questions. Parce que c'est primordial, même si la saison 2020 va être un petit peu spéciale par rapport à la clientèle étrangère. Ça ne veut pas dire que les étrangers ne vont plus venir en région. On espère que ce ne sera pas le cas, notamment sur le littoral. Si les gens des Pays-Bas ne viennent plus, ça pourrait être assez problématique. Donc, on va s'intéresser de manière différente. On est en train de travailler avec d'autres régions françaises, et ça me fera le lien avec l'autre question, travailler avec d'autres régions françaises pour s'intéresser, et avec Atout France. Je crois qu'il y a des personnes d'Atout France dans les participants, je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais pour faire une étude auprès des clientèles étrangères pour connaître leurs intentions de départ, mais on pourra aller plus loin. Je sais que des régions collègues, pas forcément des régions concurrentes, ont testé, expérimenté des moyens de mettre en place des enquêtes de clientèle auprès des clientèles étrangères. Ce qui est compliqué quand on est sur une enquête en ligne ou quand on est sur une enquête sur site, ce n'est pas toujours facile de toucher correctement les clientèles étrangères. Donc, on réfléchit à des moyens d'être plus efficaces là-dessus. Élément de comparaison avec d'autres régions, avec la France. Alors, on n'est pas toujours sur des méthodologies strictement comparables, malheureusement. On y travaille avec nos collègues des autres CRT et maintenant qu'on a une fédération commune ADN entre les agences départementales, les offices de tourisme
et les comités régionaux du tourisme, ça fait partie des objectifs de construire des méthodologies partagées qui nous permettraient de se comparer d'une région à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de point de comparaison, on a des éléments, notamment sur les dépenses. Ça nous a servi à voir si on était dans une bonne fourchette de dépenses. On est relativement cohérent quand on regarde ce qui se passe sur PACA, quand on regarde ce qui passe sur Nouvelle-Aquitaine, on est pas mal. Donc, on a des points de comparaison, mais il faut toujours se méfier parce qu'on n'a pas forcément toujours exactement les mêmes méthodologies. Malheureusement, mais c'est la loi du millefeuille touristique français. Il n'y a pas de grands schémas, de grands ratios qui sont partagés du plus petit territoire au plus grand. Ça va venir. Je sais qu'il y a des offices de tourisme dans la salle. Je veux dire, dans la salle, donc, on travaille sur le dispositif pilote avec vous au niveau national qui nous permettra probablement de mettre en place des indicateurs qui soient comparables d'un territoire à l'autre. Ça, c'est important aussi de le préciser. Donc, c'est un grand travail qui nous attend. Un gros travail aussi pour exploiter encore plus à fond les infos, les données très riches qu'il y a dans cette enquête-là, les partager avec vous. Alors, on se servira donc de l'outil webinaire qui est pas mal, mais aussi on les restituera à l'occasion des assises pleine nature, tourisme durable, pour pouvoir faire des focus particuliers sur soit des segments de clientèle, soit des thématiques à mettre en avant. Voilà, s'il y a des choses à compléter, je vois que ça y est, il n'y a plus de questions. Ça veut dire que on a répondu. On a répondu à toutes les questions, j'espère. On est à votre disposition. Hein. Vous connaissez nos adresses, le CRT. Alors, si vous avez des questions précises, observatoire@crtoccitanie.fr. On y répondra. On a été très pris sur cette période-là. Veuillez nous excuser si on n'est pas toujours hyper réactif pour répondre aux questions. On essaie de le faire le plus vite possible. Cette restitution, on l'a préparée entre lundi avant-hier et aujourd'hui parce que on a finalisé le redressement vendredi dernier. C'est ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas pu répondre à certains d'entre vous qui ont des questions très, très précises. Mais voilà, c'est une matière très intéressante, très riche. On va l'exploiter au mieux. Elle n'est pas datée. Ça, je ne l'ai pas dit, enfin, je l'ai évoqué rapidement. Elle n'est pas obsolète parce qu'il y a eu la crise du Covid. Non, elle est d'autant plus importante parce qu'il y a eu la crise du Covid et qu'il faut regarder, qu'il faut s'intéresser aux clientèles de manière toujours plus fine. Non, c'est une information, une donnée qui est actuelle et qui va nous permettre de travailler encore pour les mois qui viennent de manière très, très satisfaisante. Je l'espère et le partager avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite pour dire que le document vous sera envoyé ultérieurement par mail pour tous ceux qui sont inscrits, que le replay sera sur le site du CRT. Il y a une page dédiée à tous les webinaires qui ont été mis en place récemment. Voilà, donc, et le document sera téléchargeable aussi sur le site pro. Donc, site pro. Voilà, parce qu'il est lourd, comme on a mis des images. Alors, l'image de Super Dupont, c'était une allusion pour ceux qui connaissent et pour les plus anciens. Super Dupont, c'était le personnage, le super-héros français. Je pense que c'est de sa faute s'il n'y a eu que des Français qui ont répondu. Il y a un truc qui s'est passé là. Ça fait rire que moi, mais ce n'est pas grave. C'est déjà pas mal. Et bien, si on a terminé, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je remercie Séverine pour le travail très, très compliqué dans le temps contraint auquel on a été confronté. Et merci de votre attention à tous. On est resté à peu près toujours à 45, entre 40 et 45 personnes. Il reste une question. Merci, c'est gentil. Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Et à très bientôt. Je pense qu'on peut vous dire au revoir et un très bon après-midi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc. Merci, au revoir. Au revoir.